Salut tout le monde! Jean-Charles en liberté, saison 1, épisode 11, début de la semaine 3. Bon midi, vous autres, comment ça va? Ça swing, ça revole partout dans la Ligue nationale de hockey. Ça tergiverse, ça discute, ça virevolte de nénuphar en nénuphar comme Déméthane puis Rénatane dans l'étang. L'écrevisse en dessous, il guette. Il veut des petites cuisses de grenouille. Ça revient en mode, les cuisses de grenouille, il paraît. J'en vois de plus en plus dans les restaurants. J'avais pas vu ça. C'était porté disparu à croire qu'il n'y avait plus de grenouilles. Quelqu'un a dit un jour, il va pleuvoir des grenouilles. Pour moi, c'est fait. Puis les chefs ont dit, ce qu'on va faire avec ça? Nous allons les préparer, les remettre à la vogue. Bref. Tout ça pour dire que les rumeurs les plus folles circulent. Que fera le Canadien? Moi, je pense que Martin Saint-Louis et ses petits gars sont à une autre grosse victoire ce soir contre les Sabres de Buffalo. De vraiment prendre le petit singe puis de le mettre sur l'épaule de Kent Hughes. Prendre l'autre petit singe, le petit frère du singe, deux petits frères singes, mettre sur l'épaule de Jeff Gorton. Parce que tu gagnes ce soir, ça fait 5 victoires de suite. C'est un message clair du groupe de joueurs et du staff technique aux plus hauts dirigeants. On est bien ensemble. On est heureux ensemble. On veut que ça reste de même. Parce qu'on est une famille à l'épreuve du temps. On se lâche pas, on est encore là, fidèle au poste, prêt au combat. On est trop fiers, les boys. Merci, Eric. À la limite, on est prêt à accueillir un centre d'expérience qui va venir nous aider. En même temps, là, on a gagné 4 matchs de suite. On a progressé de 2 points sur le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Pour y arriver, ça a pris un match entre les deux équipes repêchées, les Red Wings puis les Blue Jackets, dans le horseshoe des Buckeyes de l'Université de l'État de l'Ohio. Je vais vomir. Je vais vomir. 93 000 spectateurs. Je suis content parce que dans la grosse maison au Michigan, on a fait mieux. On a fait 110 000. La plus grosse audience pour un match de hockey de l'histoire. Ça appartient à mes Wolverines, pas les Buckeyes. Il était quand même 94 000, c'était beau. Superbe jersey des Jackets, d'ailleurs. Les Wings avec la barre blanche. J'aime ça, j'aime ça. Ça marche. Les deux équipes se sont distribuées le minimum de 2 points, non pas le maximum de 3. Ça a permis au CH de progresser de 2 points sur le dernier rang donnant accès aux séries. Fait que on a notre destinée entre nos mains. Pas complètement. Oui, mais pas totalement. Parce qu'on n'est pas en série au moment où on se parle. Pour avoir totalement ta destinée dans les mains, il faut que tu sois dans le tableau des séries. Là, tu as 2 mains sur le volant. Mais là, on en a une probablement à la droite, parce qu'on ne chauffe plus standard, probablement à la droite. Le coude dehors. Comme si la fenêtre t'a baissé. Comme si le printemps était arrivé. Monte le son. On est en play-off. T'as le droit de le penser, t'as le droit de le croire, t'as le droit de vivre d'espoir. Ça ressemble à ça. C'est pas encore ça. Fait que, tu sais, il y a une collision, là, de philosophie, d'enjeux et de décisions à prendre. Entre Gorton Hughes d'un bord, Martin, ses adjoints, les joueurs de l'autre. Veux-tu savoir à quel point je pense que le Canadien a fait le tour du jardin dans le cas de Kirby Dach? S'il y avait une chance sur 1000 que cet élément-là est un élément névralgique important de l'équipe, s'il y avait une chance sur 1000 que cet élément-là est vraiment ce qu'on attendait de lui quand on a fait son acquisition, un centre naturel qui plus est de 2e trio de la Ligue nationale, quand on a appris que sa saison était terminée, on aurait tous acquis la conviction que le Canadien allait vendre.
Il n'y a plus de place où aller. Tu perds ton deuxième centre, un élément très important. Le gars qui fait marcher Patrick Laine, c'est fini. La saison est pliée dans la boîte, puis c'est terminé. Là, on perd Kirby Dach. Puis tout le monde disait, hey, il est le fun, Owen Beck, fait un job, on veut en voir plus. Il mérite une audition. Il a fait le travail. Wow, il y a une passe. Wow, Newhook a scoré. Wow, Laine est produit. Wow, Laine a l'air heureux. Wow, on est encore tous là. Il y a un bout qu'on ne maîtrise pas, par exemple. Quand je vois Jayden Struble avec Lane Hudson, je me dis, est-ce que ça peut durer à moyen long terme? La réponse, je pense, est non. Hélas, et je le déplore. Mais la réponse, je pense, c'est non. Fait que la vraie réponse à obtenir, là, c'est qu'est-ce qui arrive avec Kaiden Guhle. Le Canadien, il sait, pas nous autres. Fait que nous autres, on est un peu à tâtons, on est un peu à l'aveugle, on ne sait pas. Le Canadien, il sait. Est-ce que ça peut orienter les décisions? Moi, je pense que oui. Si tu m'apprends que la saison de Kirby Dach est finie, ça ne me dérange pas. Si tu m'apprends que la saison de Kaiden Guhle est finie, ça me dérange pas mal plus. Parce qu'il a un rôle, à mon sens, qui est névralgique dans la patente. Il sert à maintenir le mur en place. Fait que c'est quoi les vraies perspectives concernant Kaiden Guhle? Et le cas échéant, si on s'aperçoit que le Canadien va vendre cette semaine, soyons pas surpris d'apprendre que la saison de Kaiden Guhle est compromise. Je pense que ceci pourrait devenir une façon d'expliquer cela. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un drôle de message que tu envoies à ton groupe de joueurs qui est revenu de la pause des nations avec une très bonne intention. La preuve en est, on n'a pas perdu depuis. 4-4, peut-être 5-5 ce soir, et fermer le breaker à Buffalo une fois pour toutes, là. Terminé, là. On n'en parle plus, là. C'est fini, là. Ça se peut, là. Jean-Nicolas Blanchette m'a fait réfléchir la semaine passée parce qu'il est arrivé avec un tableau statistique complet. Jake Evans, Christian Dvorak. Puis il dit Jake Evans reçoit beaucoup trop d'amour. Christian Dvorak vraiment passé pour un même objectif. Il a raison. Dvorak a des meilleurs stats que Evans. Ça se compare en tout point, mais 4 points de pourcentage de mieux d'efficacité au cercle des mises en jeu, c'est non négligeable. Dvorak, dans sa besace, a le principe qu'il est un gaucher. C'est pas la panacée dans cette organisation. Alors, avoir un centre gaucher efficace au cercle des mises en jeu, capable d'évoluer profond dans ta grille offensive, qui plus est à 2,5 millions par année pendant 3 ans, plutôt que peut-être 4 par année pendant 5 ans avec Evans. Qui plus est, si tu mets Dvorak sur le marché des transactions là, tu vas avoir de la misère à obtenir un choix de fin de deuxième ronde, probablement plus un choix de fin de troisième ronde. Alors que si tu joues bien tes cartes en mettant Evans sur le marché de là, ça se peut que tu obtiennes un choix de fin de première ronde. J'adore Jake Evans, là, puis je suis de ceux qui y donnent probablement beaucoup trop d'amour et vraiment passé pour Dvorak. Mais de la façon dont Dvorak se comporte actuellement, est-ce que c'est pas lui que tu dois garder parce que gaucher, parce que efficace au cercle, parce que heureux de rester à 2,5 millions par année pour 2 ans, peut-être 3, il va demander 3, à la limite donne-y 3. Puis ça va être lui ton centre de quatrième trio, un centre de transition en étendant. Je pense que si la saison de Guhle est vraiment foutue, ça vaut à peine d'échanger Jake Evans. D'autre part, je continue de penser que si tu peux tout de suite monnayer quelqu'un, quelque chose, des choix, des assets, puis obtenir un Ryan O'Reilly beaucoup plus qu'un Braden Shen, ce serait écœurant. Parce que les 2 autres années de contrat qui restent à O'Reilly à 4,5 millions sont une aubaine pour la transition dont tu as besoin. Il faut que tu arrives avec un message clair au prochain camp d'entraînement. Il faut que tu arrives avec une intention claire au prochain tournoi de golf. Tu peux commencer à préparer ça là parce que l'option
d'envoyer toute la pression sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes le 1er juillet ne peut pas être une option à considérer, mon humble opinion. C'est trop compliqué sur le marché des joueurs autonomes. C'est vraiment trop compliqué. Fait qu'on voit, là, plus on avance dans la conversation, que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, puis qu'on est dans la haute voltige, puis qu'on est vraiment, j'en ai parlé la semaine passée, on arrive dans un coude du plan de Gorton Hughes. Là. Faut que tu tournes le coin, bébé. Faut que tu tournes le coin, bébé. Tourne le coin, bébé. Tourne le coin, bébé. Tu as un tracé en 90, pas un tracé en 45. Là. Dans le tracé de la chaise là, qui amène à la zone payante, là, on est dans le coude 90, le premier coude. Clac! Faut que tu le tournes le coin, là. Puis il faut que tu continues, à travers tout ça, de manifester de l'amour, de l'élan, de l'entrain envers le groupe en place qui fait la job et dans lequel on trouve plusieurs éléments que tu vois comme des éléments clés, névralgiques, cruciaux de ta reconquête. Ton grand objectif, c'est ramener la Coupe Stanley à Montréal. Martin Saint-Louis l'a acheté, ce plan-là. Il a été très volontaire et très coopératif dans ce plan-là depuis plus de 3 ans maintenant. Lui aussi, Martin, là, à un moment donné, là, la profondeur du regard du Rocket, là, c'est ça qu'on va voir rejaillir. Là. À un moment donné, le gagnant qu'il est fondamentalement, là, va lever la main, il va regarder Ken puis Jeff, va dire « OK, là, on gagne. Là. Ça suffit, là. Là, on est rendu à gagner. » Est-ce qu'il est rendu à leur dire ça là? Probablement pas là. Mais bientôt, il va lui demander le bénédicité, puis pas nécessairement poser un genou au sol, comme les anciens faisaient avec leur père, leur grand-père, au jour de l'an. Bénis-nous qu'on ait une belle année. Viens pas nous pogner les fesses aux toilettes après, là. Je sympathise. Martin va avoir besoin de la petite tape dans le dos aussi. Autant que le groupe de joueurs en place. On n'aura pas de plaisir si on fait purement et simplement vendre, vulgairement vendre d'ici la fin de la semaine. Ça veut dire peut-être se réveiller samedi, on s'en va jouer à Calgary, pas d'Evans, pas d'Armia, pas de Savard, pas de Dvorak. Aïe, aïe, come on. Là. Non. Moi, je suis pas prêt à aller jusque-là. Mais eux, ils savent très bien qu'il y a une fraction importante parmi vous qui êtes prêts à aller jusque-là. Eux étant la direction, les penseurs parce que les spin doctors travaillent admirablement bien. Fait qu'ils s'en trouvent là, sur la toile 1 sur 2 pour défendre l'idée de vendre, puis 1 sur 2 pour la décrier, cette idée-là. Des fois, tu regardes quel est le message porté et par qui, puis tu comprends ce que tu as à comprendre. Là. Curieux de voir comment ça va virer. Vraiment curieux de voir comment ça va virer. Ça peut bouger à tout moment. La preuve en est. Seth Jones, qui la semaine passée a fait des déclarations pour le moins fracassantes et incendiaires, qui visait essentiellement à dire à la direction des Blackhawks, « Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici, j'en peux plus. Tenez de perdre. » Là, j'épiloguerai pas de midi à 14 heures sur « Mais qu'est-ce que tu fais pour arrêter de perdre, toi qui es tanné de perdre, Armand? » Là, il va avoir une chance de gagner. C'est un joueur excessivement talentueux, Seth Jones. Il s'en va en Floride. La Floride, on le sait, là, c'est écrit dans le ciel depuis le day one, depuis le début de la saison. On a acquis la conviction que dans les éléments qu'on a en place, pour gagner une deuxième Coupe Stanley de suite, il nous manque un quart arrière pour l'avantage numérique. Pendant un bout de cette année, j'ai espéré que ce gars-là soit Mike Matheson. Ce gars-là est devenu Seth Jones. Transaction structurante, pas mal gagnante, je pense. Faudra voir. Mais je pense que ça peut payer tout le monde.
premier choix 2026 va loin. Ça veut dire que les Blackhawks sont vraiment lents comme des tortures sur la route de la reconquête. Mais eux, ils l'ont fait, cette recette-là, une première fois. Et ça a marché. Ils veulent le refaire une deuxième fois. Mais ça implique d'aller dans un creux de vague épouvantable qui n'en finit pas de s'étirer. Comment va sortir Connor Bedard de ça? Je ne sais pas. Mais je pense que l'objectif de Chicago, il est clair, c'est McKenna en 2026. Ça m'apparaît très, très, très clair. Et le geste qui vient d'être posé là va aider cette perspective-là, probablement. Vous saurez me le dire. Fait que les Panthers entrent Seth Jones dans l'équation et sortent Matthew Tkachuk de l'équation financière, la bonne vieille recette des Golden Knights, qu'on continue de tolérer, pour laquelle on continue de fermer les yeux dans les bureaux de la Ligue nationale, même s'il s'agit d'une manipulation ou, j'ai envie de dire, une malversation comptable qui permet de faire fitter un rond d'un carré. Tkachuk, liste des blessés long terme. Moi, je vous garantis qu'au match numéro 1 des séries, il est là. Comme Mark Stone à Vegas dans les années précédentes. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet 8,7 millions sous le plafond pour jouer du côté des Panthères d'ici 3 heures de l'après-midi, vendredi, heure et date limite, journée limite des transactions. Je dis ça, je dis rien, mais 8,7 millions, c'est exactement ce que gagne l'empereur Sid the Kid, Sidney Crosby, à qui on prête des intentions désormais de peut-être accepter d'être impliqué dans une transaction, à qui on prête l'intention de mettre l'Avalanche du Colorado au cœur de ses perspectives, voulant rejoindre son ami, concitoyen de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse, Nathan MacKinnon, et aller gagner une Coupe Stanley avec son chum Nathan MacKinnon, avec qui il vient de gagner la confrontation des 4 nations et avec qui il a pour objectif de gagner une autre médaille d'or olympique dans 1 an à Milan. Sidney Crosby, à qui on prête également l'intention, si ce n'est pas Colorado, seule destination possible où il accepterait d'être échangé dans l'association de l'Ouest, et MacKinnon explique cela. Sinon, il reste dans l'Est. Il veut être échangé à une équipe. Il voudrait être échangé, je ne l'affirme pas, je le laisse au conditionnel, à une équipe qui a le vent d'un cheveu et un vent de dos, non pas un vent de face. Une équipe qui veut gagner, qui est mature pour gagner. Les Panthères de la Floride répondent parfaitement à ce critère-là. En plus, c'est du hockey en gogoune. C'est d'ailleurs pas ça. Sidney Crosby, à qui je prête des intentions de paillir le hockey en Botacton aussi, avec des mitaines isotonaires. Sid que je revois avec émotion avec son petit mini-pyjama des Canadiens. Ça, c'était juste avant de se mettre à scraper des laveuses sécheuses en snappant des rondelles dedans dans le sol. Je pense que depuis la confrontation des 4 nations, il est possible que Sidney Crosby accepte, s'il lève la perspective d'être échangé, de placer le Canadien assez haut sur sa liste. 2e derrière Colorado, là, j'en rêve. J'en rêve éveillé que vous autres. Peut-être plus 3e, 4e, 5e après une coupe de marché de la Floride. Peut-être aussi. Mais entre les Panthères de la Floride et le Canadien, la seule affaire qui fera nuance, les Panthères beaucoup plus proches d'une Coupe Stanley que le Canadien. Mais le rêve de TQ de jouer pour l'équipe qui était l'équipe de son père puis qui a été la sienne dans sa jeunesse, quand tu es un vrai gars de hockey, un vrai ambassadeur, un vrai mohican comme Sidney Crosby, tu ne peux pas élaguer de la perspective et de la conversation ce rêve-là. Vient de dépasser Gordie Howe et Mouille, le hockeyeur météo, au 10e rang de l'histoire de la LNH avec sa 1050e mention d'assistance. Crosby
est moins à la chasse au record qu'Ovechkin, mais le temps faisant son œuvre, il les accumule quand même. La question que je me pose, quand le Canadien a mordu la poussière, fameux encan qui a donné Carey Price, et non pas Andrzej Kopitar, l'encan qui a vu Mario Lemieux tout sourire gagner la loterie Crosby, qui l'a cru, au sortir d'un lockout. Si le Canadien avait gagné ça, cet encan-là, cette loterie-là, et que Sidney Crosby était devenu la propriété du Canadien et qu'il avait connu le même genre de carrière qu'il a connu là en termes de production, est-ce qu'on parlerait de Sid comme du plus grand joueur de l'histoire du Canadien de Montréal? Est-ce qu'on placerait Sidney Crosby devant Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, qui est le triumvirat, la constellation, les 3 étoiles de l'histoire de l'équipe? Puis le fameux trophée Jacques Beauchamp, la 4e étoile, Patrick Roy. Où serait Sidney Crosby? C'est sûr qu'il serait immiscé quelque part là-dedans. Y aurait-il seulement un débat où tous et toutes, on conviendrait, on se regarderait, on dirait, ben oui, Sid, puis les 4 autres après. Sid, les 3 autres, puis Patrick. Est-ce que c'est ça qu'on dirait? C'est une colle, là, c'est une couille, je le sais. Mais c'est possible que c'est ça qu'on dirait. Et c'est possible qu'on aurait peut-être raison de le dire aussi. Peut-être raison de le dire. Autre rumeur, Mikko Rantanen pourrait être rééchangé, qui l'eût cru. Et de très bonnes têtes, bien informées, bien renseignées, des vrais insiders, pas des pousseux de POC, là, des gens renseignés, dans la confrérie de mon ami Renaud et tout ça, là, les draggers de ce monde et ainsi de suite, Mackenzie. Les Kings de Los Angeles seraient impliqués dans les conversations. Et là, vous dites, oui, mais pourquoi Caroline rééchangerait Rantanen? Bien, c'est parce que dans la transaction Netcash-Rantanen, l'Avalanche du Colorado obtenait le reste de la saison, plus la prochaine, pour faire un deal, s'entendre avec Netcash. Dans le cas de Rantanen, il est pratiquement uniquement un joueur de location. C'est dire le prix astronomique payé par les Hurricanes pour les services d'un formidable attaquant, c'est vrai. Mais il faut que ta confiance soit débordante et frôle le narcissisme ou le trip d'ego et d'orgueil pour que tu complètes cette transaction-là en disant pas de danger, il va arriver ici, il va tellement nous aimer, il va tellement nous trouver beaux puis bons qu'il va signer un contrat à long terme avec nous autres. À date, là, il veut pas bien ça, puis il s'enligne pas mal plus pour être libre comme l'air le 1er juillet, puis négocier avec l'équipe de son choix le contrat de son choix. Voilà pourquoi les Hurricanes de la Caroline, risquant de le perdre absolument pour rien, alors qu'ils ont payé Martin Netcash pour ses services, songent à l'impliquer dans une nouvelle transaction. Espèce de tentative de sauver le derrière, de se ménager le derrière, d'éviter que ça soit la catastrophe complète et totale. Il y a des têtes qui vont rouler, là. T'as payé Netcash pour Rantanen, il est arrivé, il a fait la baboune, il est malheureux, ça t'a pris du temps à recommencer à gagner, t'as fini par le faire, puis quoi encore? T'es resté obtus, t'as gardé tes œillères, tu l'as gardé ici, t'as perdu en première ronde, deuxième ronde des séries, t'as pas atteint tes objectifs, puis le 1er juillet, Rantanen est parti, n'en parlons plus. T'es dehors? Attends même pas que je t'appelle, fais tes boîtes, va-t'en. Laisse ta Z-Card sur le coin du bureau, attends pas de fleurs ni de dons. Bye! Projet catastrophe. Ça me fait pas tant de peine que ça. C'est pas un club, les Hurricanes, qui me fait bien buzzer dans la vie, là.
Je les trouve beaucoup trop bons pour ce qu'ils devraient être, même à la limite. Là, mais je comprends qu'il y a bien du monde qui aime ça jouer en Caroline. Là. C'est un beau contexte. Il y a pire dans la vie. Mais je comprends en même temps que Rantanen ne semble pas aimer ça, lui. Imagine si le 1er juillet, en plus, il servait de bord, piercing à Colorado. Pas bon du tout. Ça m'étonnerait, ce bout-là, là. Mais on ne sait jamais. Vous regardez Elimination Chamber à Toronto en fin de semaine. D'abord, c'est un peu décevant. Il paraît que le coût des billets était exorbitant, mais on a pogné le 30 000, mais on n'a pas pogné le 40, 45 000, 50 000. C'était quand même dans le bon vieux Skydome. Je ne l'ai pas regardé. Je m'intéresse toujours de moyennement proche, moyennement loin au phénomène de la lutte parce que je trouve qu'il y a là-dedans un phénomène de société, un courant de société important. Voir nos deux petits gars d'ici, Kevin Owens, Sami Zayn, rayonner et performer parmi les meilleurs au monde, ça me touche énormément, ça me touche beaucoup. Mais dire, je suis aussi maniaque de ça que quand j'étais TQ, j'allais voir le géant ferré au Palais des Sports à Granby. Non, on n'est plus là. Mais j'ai vu passer le coup de pied d'invalseuse de John Cena à Cody Rhodes. John Cena qui depuis le début de sa carrière, est du côté des bons, ou à peu près, là, et qui, là, tombe du côté des méchants, les heels. Fait que de babyface, il devient un heel. D'un bon, il devient un méchant, alors qu'il annonce sa tournée d'adieu. Un loustique au fait des choses de la lutte me disait en fin de semaine, il va battre le record de Ric Flair. Il va devenir champion du monde pour une 19e fois. Ça va se passer à WrestleMania. Toutes des affaires qu'il m'a appris. Jamais beaucoup trippé sur John Cena. Jamais trouvé que c'était un lutteur sensationnel. The Rock, immense respect, il est formidable. Cody Rhodes, immense respect, il est formidable. Comment ça va virer? Je ne le sais pas trop. Je m'en soucie peu. Je souhaite le meilleur, j'espère que ça va bien virer. Où s'en va la WWE? Est-ce que la montée des autres organisations de lutte va commencer à les chatouiller? Je pense que c'est déjà le cas. Au moins, il y a de la chatouille. Est-ce qu'il y a plus que ça? C'est à voir. Mais je vais regarder WrestleMania comme à chaque année depuis que Kevin Owens / Sami Zayn y sont. C'est un rendez-vous. C'est plus gros que nature. C'est long sans bon sens. 2 soirs, là, par exemple. Parce que moi, tout le téléroman, là, tout le cinéma, là, tous les feux de l'amour qui entourent l'action dans le ring, oh boy, c'est lourd, hein? J'ai de la misère avec ce bout-là. Là, j'ai de la misère. Parle-moi de ça, une bonne vieille promo, là, une bonne vieille entrevue où tu mets l'intervieweur à 5 pieds 2, le lutteur a l'air encore plus grand, plus gros, puis là, il fait le bully avec l'intervieweur, puis il va le pogner, il va le taillarder, il va le casser en deux, il va le soigner sur une table, tu sais, ça, OK, ça dure 5-6 minutes, bonsoir. Là, les romans savons, on n'en pu finir avec tabaslac. Et si ça finit la tête d'un gars dans une fenêtre de limo qui pète, OK, je veux bien, mais en dehors de ça. Et ceci n'est pas un acte de l'apôtre de la violence. Je n'en suis pas de toute façon. C'est juste que vous comprenez ce que vous avez à comprendre ou pas. Hey, c'est pas bien plus grave que ça. La beauté, c'est qu'on va se retrouver pour le premier six-pack du samedi. Ce samedi, le 8 mars, avec le Canadien nouveau visage ou même visage de statu quo, puis let's go, on boy Flames. Puis on continue de rêver aux séries. Ça va se passer à Montagne. Le tirage a lieu demain à 10h le matin. Tu as donc jusqu'à 9h30, 10h moins quart, mettons 10h demain matin, pour rejoindre le vestiaire, pour entrer dans le vestiaire, dans le sanctuaire, dans l'encre. 3 forfaits possibles, joueurs réguliers, adjoint au capitaine, capitaine. Ça te donne des privilèges, notamment avoir 3 chances si t'es capitaine, 2 si t'es adjoint, 1 si t'es joueur régulier, puis ça prend rien qu'un ticket pour gagner, pour venir à l'un ou l'autre de nos rassemblements, pour acheter tes billets en primeur, pour avoir des rabais sur l'achat de tes billets, le cas échéant. Il n'y a pas de billets à vendre pour samedi.
Je vous reçois à la campagne. 6 gagnants-gagnantes parmi les joueurs actifs, les adjoints et les capitaines dans le vestiaire. Pour ça, il faut aller sur Patreon. Les détails sont au bas de l'écran. Tirage demain à 10h. Vous voyez, mes amis, merci infiniment. L'Association des concessionnaires Ford du Québec, partenaire fondateur et majeur de Jean-Charles en Liberté. Tous nos contenus disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube Jean-Charles en Liberté et la chaîne Patreon Jean-Charles en Liberté. Abonne-toi, c'est gratuit. Mets l'alarme, comme ça tu reçois l'épisode tout frais, tous les jours à midi. Au plaisir de te croiser dans le vestiaire. Merci d'être là. À demain.